Bonjour à tous et bienvenue sur Anatomie du pouvoir. Dans cette analyse, vous allez découvrir comment un tout petit pays a réussi à tenir tête aux armées les plus puissantes du monde sans jamais vraiment se battre. Comment il s'est rendu invisible en quelques heures et comment il a fait de l'invasion une entreprise tout simplement impossible. Vous allez découvrir des forteresses secrètes enfouies dans les entrailles des montagnes, une défense mortelle dissimulée derrière de faux villages, ainsi qu'une armée fantôme restée inconnue pendant des décennies. Vous comprendrez pourquoi les nazis n'ont jamais osé attaquer ce pays, quels plans ont été mis en place pendant la guerre froide, et quelles traces subsistent encore aujourd'hui de cette organisation aussi incroyable que, pour une part, toujours bien réelle. Ce n'est pas seulement une histoire de défense militaire, c'est l'histoire d'un pays qui a arrêté le monde sans tirer un seul coup de feu. Notre sujet, la Confédération helvétique, la Suisse. Nous sommes à l'été 1940, alors que la carte de l'Europe est en train d'être redessinée, et que, en quelques semaines, des États autrefois puissants se sont effondrés. Paris est tombé, Berlin est ivre de victoire, et pourtant, au cœur de l'Europe, un petit pays demeure silencieux et immobile. De l'extérieur, il paraît seul, neutre, peut-être vulnérable, mais cette apparence n'est qu'une illusion, car dans l'ombre, l'un des plans de défense les plus singuliers de l'histoire moderne est déjà en marche. Les nazis, de leur côté, ne restent pas inactifs, et l'état-major allemand élabore un projet d'invasion détaillé, l'opération Tannenbaum, qui n'a rien d'ordinaire, puisqu'elle prévoit de couper la Suisse en deux en la prenant en tenaille, avec des forces allemandes au nord et des troupes italiennes au sud. Les objectifs sont clairs. Genève tombera, Lucerne tombera, et le pays sera démembré. Sur le papier, le plan semble imparable. Mais il y a un problème. La Suisse refuse de jouer la guerre comme ses adversaires l'ont prévu, car son objectif n'est pas de gagner, mais de rendre la guerre inutile. Le général Henri Guisan, l'un des esprits militaires les plus affûtés de son époque, le comprend avant tout le monde. Les plaines sont indéfendables, les plateaux sont à découvert, et si l'ennemi s'y installe, le combat sera vite terminé. Une décision radicale est alors prise. Le plateau sera abandonné, mais les Alpes, jamais. Avec le plan réduit national, mis en œuvre en 1941, la Suisse tourne le dos à toute conception classique de la défense et replie son armée dans les montagnes, au cœur du pays. Mais il ne s'agit pas d'une retraite, c'est une véritable métamorphose, au cours de laquelle le pays tout entier se transforme en une forteresse invisible. Des batteries d'artillerie sont creusées à même la roche, des nids de mitrailleuses sont dissimulés entre les parois, et des bâtiments qui ressemblent à de simples granges de montagne abritent en réalité un armement lourd. De faux rochers, de fausses maisons, de fausses fermes, comme un décor de cinéma grandeur nature, où la seule chose réellement authentique reste la préparation mortelle qui s'y cache. Entre 1940 et la fin de la guerre, la Suisse construit près de 21 000 ouvrages défensifs, dont la plupart, encore aujourd'hui, passent inaperçus au premier regard. Mais le plan va encore plus loin, car la Suisse ne se contente pas de se défendre. Elle se prépare aussi à détruire son propre pays. Oui, vous avez bien entendu. Les ponts, les tunnels et les routes stratégiques sont conçus pour être détruits en quelques minutes seulement, de sorte qu'en cas d'invasion, la Suisse ferait sauter délibérément ses propres infrastructures. Cette logique repose sur un principe simple. La géographie est son arme principale. Les Alpes ne sont pas de simples montagnes, mais de véritables verrous naturels, et si quelques passages clés sont fermés, le pays tout entier devient un labyrinthe infranchissable. L'ennemi peut entrer, mais il ne peut plus avancer, ni ravitailler ses troupes, ni coordonner ses mouvements, et surtout, il ne peut plus ressortir. Cette stratégie porte un nom, la stratégie du déni, car la Suisse ne cherche pas à remporter la victoire, mais à faire en sorte que personne ne puisse la remporter. Les nazis en ont parfaitement conscience, et c'est précisément pour cela qu'ils renoncent à attaquer. Selon l'historien Klaus Hürner, entre l'été et l'automne 1940, la Suisse est réellement au bord de l'invasion. Les plans sont prêts, les troupes sont en position. Mais quelque chose change lorsque l'Allemagne tourne son regard vers l'Est, en direction de l'Union soviétique. La Suisse, elle, attend, tapie dans le silence. Mais la dissuasion militaire ne suffit pas, car la Suisse joue également sur le terrain économique. Le commerce avec l'Allemagne se poursuit, le système bancaire fonctionne, et les cols alpins restent ouverts, jusqu'à ce qu'une réalité s'impose d'elle-même. Une Suisse indépendante est finalement bien plus utile qu'une Suisse occupée. C'est ainsi que se joue l'une des victoires les plus étranges de toute la guerre, une victoire remportée sans jamais combattre. Cependant,
L'histoire ne s'arrête pas là, car lorsque la guerre se termine, la menace ne disparaît pas, elle change simplement de visage. La guerre froide commence, l'ennemi est différent, mais la peur reste la même, et la Suisse se prépare à nouveau, en s'enfonçant encore plus profondément dans l'ombre. En 1979, une structure d'une discrétion absolue voit le jour, le Projet 26, qui n'est pas une unité militaire ordinaire, mais une véritable armée fantôme conçue pour l'après-invasion. Si la Suisse venait à être occupée, la guerre ne serait pas terminée, elle ne ferait que commencer, et telle est précisément la mission de ce que l'on appelle alors laconiquement P26. Cette organisation repose sur un noyau d'environ 300 personnes, réparties en plus de 80 cellules sur l'ensemble du territoire. Ses membres sont des gens ordinaires, enseignants, ouvriers, fonctionnaires, que personne ne peut identifier, mais qui, eux, savent tout. Des dépôts d'armes secrets sont constitués, des réseaux de communication sont mis en place, et des plans de sabotage sont élaborés. Parmi les détails les plus frappants, certaines propriétés sont achetées secrètement en Irlande, afin de permettre au gouvernement suisse de quitter le pays en cas d'occupation, ce qui signifie que la guerre ne se mènerait pas seulement dans les montagnes, mais aussi depuis l'exil. Certains membres du P26 sont formés en Angleterre, et des liens sont établis avec des services de renseignement étrangers, ce qui transforme cette histoire en celle d'une résistance invisible plutôt que celle d'un simple pays neutre. Lorsque l'existence de cette organisation est révélée en 1990, l'opinion publique est sous le choc, car la neutralité de la Suisse n'était en réalité qu'une façade dissimulant des années de préparation silencieuse. Aujourd'hui, la majeure partie des bunkers de l'armée ne sont plus en activité. De nombreux abris ont été reconvertis en musées, en caves à fromage ou même en restaurants. Et certaines installations ont été déclassifiées, sans pour autant que tout ait disparu. Mais le contexte géopolitique actuel pousse l'armée à revoir sa stratégie. Certains ouvrages défensifs restent sous contrôle militaire, et l'armée songe à racheter une partie de ses fortins. L'état d'esprit n'a pas changé. Lorsque vous regardez la Suisse d'aujourd'hui, vous voyez un pays moderne, paisible et ordonné. Mais ce n'est que la surface, car en dessous, le plan existe toujours. En cas d'attaque, les frontières se fermeront, les vols seront suspendus, les autoroutes seront bloquées, et une fois encore, les ponts sauteront. Des millions de personnes pourront rejoindre les abris souterrains en quelques heures, la Suisse étant l'un des rares pays au monde à disposer de suffisamment d'infrastructures pour protéger presque toute sa population. Ce n'est pas simplement une défense, mais une transformation. Le pays passera d'un système ouvert à une forteresse fermée, où l'ennemi pourra entrer sans jamais pouvoir réellement prendre le contrôle. C'est alors que la véritable question se pose. Ce plan est-il encore pertinent aujourd'hui, face aux drones, aux missiles à guidage de précision et aux nouvelles technologies de guerre? La réponse ne réside peut-être pas dans la technologie, mais dans la psychologie. Car l'objectif n'a jamais été d'arrêter l'ennemi par la force, mais de le convaincre que cela n'en vaut pas la peine. Car la meilleure défense consiste parfois à ne pas se battre. La Suisse l'a gravé dans ses montagnes, inscrit dans ses tunnels, et démontré au monde en silence. La puissance ne consiste pas toujours à frapper plus fort, mais parfois à devenir une cible que personne n'ose atteindre. À vous maintenant. Pensez-vous que, compte tenu des technologies de guerre actuelles, la stratégie de la Suisse reste pertinente? Retrouvons-nous dans les commentaires. À très bientôt.